Tous, autant que nous sommes, nous connaissons le besoin, voire l'avidité de l'humanité pour l'énergie. Ainsi, pendant des décennies, avant le nucléaire, les éoliennes et autres barrages hydroélectriques, nous étions exclusivement dépendants des énergies fossiles. Ne serait-ce que pour avoir de l'électricité et donc de la lumière dans les rues de nos villes, et bien sûr de nos foyers. Mais encore avant la révolution industrielle et les bienfaits insidieux du charbon, nous utilisions une autre énergie pour nous éclairer. L'huile de baleine. Ainsi, pendant des siècles, nous avons pratiqué la chasse à la baleine à outrance. Des armadas de navires écumaient les mers pour ramener la précieuse substance à laquelle nous étions dépendants. Et ce, jusqu'à la quasi-extinction de certaines de ces pauvres bêtes qui évoluaient dans les océans et mers du globe depuis plus de 50 millions d'années. Voire plus. Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux plus grands mammifères marins de notre histoire. Les cétacés, le clade Cetacea. Au fil des épisodes, je vous présente très souvent des cladogrammes, des arbres phylogénétiques. Et vous aurez certainement pu constater que ce n'est pas sans rappeler les arbres généalogiques. Aussi, laissez-moi vous présenter le sponsor de cet épisode, MyHeritage. MyHeritage est un site dédié à la généalogie, particulièrement intuitif, vous permettant de construire votre arbre généalogique. Avec 90 millions d'utilisateurs à travers le monde et des milliards de documents historiques à votre disposition, MyHeritage vous permet en toute simplicité et avec beaucoup d'amusement de faire des recherches sur vos origines, y compris à l'international. Perso, j'ai pu découvrir mes racines franco-italo-espagnoles, un sacré cocktail méditerranéen. Puis j'ai découvert que mon arrière-arrière-grand-père paternel, Alessandro Bernardini, s'était marié avec une certaine Rose Bernardini. Ce qui fait beaucoup de Bernardini. Par ailleurs, j'ai appris qu'un autre de mes ancêtres était dans l'infanterie durant la Première Guerre mondiale et malheureusement porté disparu au cours de celle-ci. Et ainsi de suite, j'ai pu remonter jusqu'au début du 19e siècle. Rendez-vous compte, ces personnes étaient contemporaines de Darwin ou encore de Georges Cuvier. C'est délirant. De plus, quel plaisir de pouvoir restaurer, coloriser et même d'animer de vieilles photos de famille. C'est assez émouvant. Et si j'avais pu aller encore plus loin, à coup sûr je me serais découvert des origines néandertaliennes. Puisqu'avec le pif que je me trimballe... Alors si vous aussi êtes curieux de connaître vos origines, cliquez sur le lien en description pour bénéficier d'une période totalement gratuite de 14 jours. Et si vous décidez de poursuivre plus avant vos recherches familiales, vous avez droit à une réduction de 50% sur l'abonnement premium. Alors n'hésitez pas, jetez-vous dans votre aventure généalogique avec MyHeritage. MyHeritage que je remercie d'aider la chaîne en sponsorisant cet épisode. Quant à nous, plongeons dans les eaux du globe à la découverte de l'origine des cétacés. S'il y a bien un groupe d'animaux dont l'évolution m'a toujours épaté, c'est bien les baleines. Enfin, les cétacés. Cela dit, bien que leur évolution soit surprenante, c'est surtout la vitesse à laquelle elle s'est produite. Car toutes les familles que je vais vous présenter ont toutes vécu à la même période, l'Éocène. Ce qui fait qu'à un instant T, bon nombre de ces cétacés ont vécu au même moment. En général, lorsque je vous raconte l'évolution d'une lignée, ça se passe toujours sur des centaines de millions d'années. Dans le cas des cétacés, on constate, sur cette phylogénie des mammifères, qu'ils sont apparus très récemment, il y a tout juste quelques dizaines de millions d'années. En effet, ce n'est qu'en seulement une cinquantaine de petits millions d'années qu'un banal petit mammifère a engendré, au fil du temps, les plus grands animaux de la planète, tout du moins à ce jour, les cétacés.
Alors dans un premier temps, voyons comment sont classés les cétacés. Ils se répartissent en 3 grands groupes. Le premier groupe est celui des odontocètes, autrement dit les baleines à dents, comme les cachalots, dauphins, orques, belugas et autres narvals actuels. Le second groupe, quant à lui, est celui des mysticètes, c'est-à-dire toutes les baleines à fanon, baleines à bosse, baleines franches, ou encore le plus grand animal actuel, le grand rorqual bleu, avec ses plus de 30 mètres de long et pouvant atteindre les 180-190 tonnes. Ces deux groupes étant eux-mêmes regroupés au sein du groupe des otocètes. Quant au troisième et dernier groupe, eh bien, il s'agit des archéocètes, le groupe réunissant tous les cétacés fossiles qui n'appartiennent pas aux deux groupes précédents. Comme d'habitude, je nous ai préparé un petit cladogramme et première constatation, nous pouvons voir que leurs groupes frères, les plus proches parents des baleines, sont les hippopotames, des mammifères semi-aquatiques, mais néanmoins toujours inféodés au milieu terrestre. Ceci étant, entrons dans le vif du sujet, leur évolution. Et pour cela, penchons-nous donc sur les archéocètes. Par rapport à l'habitude, notre histoire débute il n'y a pas si longtemps, environ 50 millions d'années. Nous sommes à la période du Paléogène, première période de l'ère Cénozoïque, notre ère actuelle. Et plus précisément, nous sommes à l'Éocène, la deuxième époque du Paléogène. Voilà plus de 15 millions d'années que la planète fut frappée par la cinquième et dernière grande extinction de masse, ce qui entraîna la fin du règne des dinosaures non aviens, des reptiles volants et des grands reptiles marins. Comme on peut facilement l'imaginer, dans les mers de l'Éocène, mis à part les requins qui désormais règnent de nouveau sans partage au sommet de la chaîne alimentaire, en termes de prédation, les eaux de la planète sont bien plus sereines qu'au Mésozoïque. Alors pour information, le mégalodon apparaîtra seulement une trentaine de millions d'années plus tard, au Miocène. Géographiquement parlant, comme vous pouvez le constater, la planète est à quelques détails près quasiment similaire à celle que nous connaissons. Et bien que c'est durant le Paléogène que va s'amorcer une période de refroidissement global, à l'Éocène, il règne un climat très chaud, vraiment très chaud. On parle ici de maximum thermique du Paléocène-Éocène. La végétation, tout comme le monde animal, est florissant. Revenons à la géographie de la Terre. À quelques détails près, disais-je, car si l'on regarde de plus près, on constate que l'Europe est toujours plus ou moins immergée, l'Afrique et l'Amérique du Sud sont encore des îles-continents, tout comme l'Australie qui s'éloigne peu à peu du continent antarctique. Continent antarctique qui, lui, commencera à se couvrir de glace à l'Oligocène, d'où le refroidissement global en question. Et pour en finir avec le contexte global, nous avons l'Inde qui poursuit son voyage vers le nord, tout en poussant les hauts fonds de l'océan Téthys en direction de l'Asie. Ainsi, durant ce phénomène géologique, nombre de petits îlots vont émerger, créant une sorte d'archipel entouré de nombreuses lagunes. Et c'est donc dans cette partie du monde que débute notre histoire. Nous voilà donc il y a une cinquantaine de millions d'années au nord de la Téthys, dans une région qui est aujourd'hui le Pakistan. C'est dans cet environnement chaud et humide, luxuriant de vie, qu'évolue un petit mammifère ressemblant plus ou moins à un chevrotin. En quête de nourriture, ou sous la pression prédatrice, celui-ci adopte un mode de vie semi-aquatique. Ainsi, au fil des générations et du temps qui passe, il évolue, il mute et engendre une nouvelle famille, les Rhaoélidés, une famille dont un de ses membres est totalement adapté à cet environnement aquatique. C'est donc ainsi, pensons-nous, qu'il y a environ 50 millions d'années, à l'époque Éocène, qu'apparaît le genre Endoius, un genre représenté par deux espèces. Ce sont de petits animaux herbivores semi-aquatiques de la taille d'un renard, qui, bien qu'amphibies, demeurent toujours inféodés au milieu terrestre, ne serait-ce que pour se nourrir ou se reproduire. À ce stade, rien ne laisse envisager que ces animaux puissent être à l'origine des grands mammifères marins actuels. Ce n'est qu'en étudiant le fossile que les chercheurs découvrent que cet animal possède un caractère bien spécifique. Au niveau de l'os de la cheville, l'astragale.
Celui-ci présente ce que les scientifiques nomment une double poulie. Cette double poulie permet une meilleure articulation entre les os de la patte et du tibia, notamment pour courir. Or, ce caractère si particulier est l'apanage d'un groupe de mammifères bien spécifique, les artiodactyles, les mammifères ongulés possédant un nombre de doigts pair, à la différence des périssodactyles au nombre de doigts impair. En outre, Endoius possède un caractère propre aux cétacés modernes, un caractère qui se situe dans les os du système auditif, dans l'oreille. Il s'agit d'un os qui s'est fortement épaissi, qui s'est recouvert d'une couche de croissance ossifiée nommée involucrum, un os très dense qui lui permet une meilleure audition en milieu aqueux. C'est ainsi que les scientifiques comprirent qu'Endoius était un cétacé archaïque, artiodactyle. Aussi, on décida de regrouper les cétacés et les artiodactyles dans un nouveau groupe, les cétartiodactyles. Cependant, les chercheurs connaissaient un autre animal à l'origine des cétacés, la baleine du Pakistan. En effet, jusqu'alors, le plus vieil ancêtre des cétacés connus était un animal de la famille des Pachycétidés, du nom de Pachycetus. Pachycetus inachus, un fossile découvert en 1981, lui aussi originaire de la région pakistanaise. Tout comme Endoius, Pachycetus est daté d'une cinquantaine de millions d'années, de l'Éocène donc. Et il est donc fort probable que ces deux animaux ont dû se croiser pendant un temps. Pachycetus se distingue parmi les baleines en conservant un caractère très primitif dans la région auditive. La bulle auditive s'articule avec le squamosal, le basi-occipital et le paro-occipital, en plus d'une articulation normale de cétacés avec le processus postérieur du périotique. Non, je vous troll, je plaisante, c'est du charabia de paléontologue, incompréhensible pour les simples mortels que nous sommes. Plus simplement, Pachycetus est un animal légèrement plus grand qu'Endoius, plus ou moins la taille d'un renard ou d'un loup, suivant les espèces. Et tout comme Endoius, ce dernier possède les caractères cités précédemment, un involucrum dense dans l'oreille et le fameux astragale à double poulie, typique des artiodactyles. Pas de doute, c'est bien un cétacé, et un artiodactyle. Un cétartiodactyle donc. Cependant, outre leur taille différente, d'autres caractères les différencient. D'une part, les yeux ont migré vers le sommet du crâne, démontrant qu'il était plus amphibie qu'Endoius. Et d'autre part, les dents. Car effectivement, Pachycetus possède une denture différente. Alors, à travers les épisodes, je vous ai déjà mentionné les deux types de dentures. L'homodontie, qui présente une uniformité des dents dans la mâchoire, typiquement la denture reptilienne, et l'hétérodontie, qui désigne une denture comportant des différents types de dents, comme les mammifères. Enfin, presque tous les mammifères. Car si vous observez un dauphin ou un orque, bref, une baleine à dents, un odontocète, point d'hétérodontie, ils n'en ont pas besoin. Ils ne mâchent pas leur nourriture. Ils attrapent à l'occasion, ils arrachent et ils avalent tout rond. Et si vous me demandez pourquoi je parle de denture et pas de dentition, sachez que la dentition désigne l'ensemble des phénomènes concernant la formation des dents. En bref, la croissance. Et denture est bel et bien le terme approprié. Alors c'est marrant parce que je viens de vous dire qu'ils ne mâchent pas. Donc tout l'inverse des ruminants, qui eux mâchent à longueur de journée, comme les vaches. Et pourtant, si l'on remonte la phylogénie, après leur groupe frère, les hippopotames, les plus proches parents sont les ruminants. Bref, revenons à la denture de Pachycetus. Voyez son crâne et sa mâchoire. Nul doute qu'avec un pareil arsenal, il n'était pas un herbivore. Ce qui nous amène à penser que Pachycetus avait d'ores et déjà changé de régime alimentaire, qu'il pouvait chasser dans l'eau, et par conséquent qu'il était carnivore, ou piscivore. Un pas de plus vers les cétacés. Allez, avançons. Ce qui nous amène aux ambulocétidés,
Et nous sommes encore et toujours à l'Éocène, aux alentours de 50 millions d'années, à 2-3 millions d'années près. Donc il y a encore 50 millions d'années, apparaissent les baleines qui marchent, les ambulocétidés, une famille composée de 3 genres qui inclut le bien connu genre Ambulocetus, et qui est toujours originaire du Pakistan. À ce stade, on commence à avoir une idée assez précise de l'endroit où est apparue la lignée. Côté morphologie, il y a du changement. Autant ses cousins étaient terrestres, avec des tendances aquatiques, autant Ambulocetus, c'est tout l'inverse, plutôt aquatique et partiellement terrestre. Pour preuve, il possède désormais des pattes palmées, plus adaptées à la nage. Sa queue est devenue plus rigide et l'anatomie de son crâne montre l'émergence d'un coussin adipeux, une sorte de tissu graisseux transmettant les sons de la mâchoire inférieure vers l'oreille interne. Et je précise interne, car Ambulocetus ne possède plus d'oreille externe. En outre, on remarque que les orbites sont toujours sur le sommet du crâne, ce qui montre qu'il vit encore à la surface comme un hippopotame. Et de manière générale, on passe à une taille supérieure. En effet, l'animal atteint la taille respectable de 3 mètres de long pour pas loin de 300 kg. En quelque sorte, on peut attribuer à Ambulocetus un mode de vie proche des crocodiles actuels. Du reste, avec cette énorme mâchoire et son armada de dents, il n'a rien à envier à celle des crocodiles. Ce qui nous amène au Remingtonocétidés. Alors, il y a peu d'informations au sujet de cette famille, si ce n'est qu'il possédait un museau très allongé, une oreille interne proche des cétacés actuels, et qu'ils seraient possiblement les premiers cétacés à s'aventurer en eau salée, puisque, entre autres, des fossiles furent découverts en Égypte. Mis à part ça, il n'y a pas grand-chose à vous raconter. Alors passons directement au suivant, les protocétidés. Nous voilà donc au beau milieu de l'Éocène, quelques millions d'années plus tard. À peu près 47 millions d'années quand apparaissent les protocétidés. Les protocétidés sont connus par plusieurs genres et espèces. Protocetus en tête, suivi de toute une palanquée de Machincétus, Rhodocetus, Maiacetus, Endocetus, etc., etc. Désormais, ce sont des animaux aquatiques. Ils possèdent un corps très hydrodynamique, leurs narines sont placées plus en arrière en direction du sommet du crâne, pour leur permettre de respirer facilement à la surface, et la longueur de leurs membres est considérablement réduite. Néanmoins, leurs doigts, déjà palmés, sont plus allongés, en forme de palme. En bref, une aquatisation. Ouais, j'invente des mots qui sont pas dans le dico. Une aquatisation drastique s'est opérée. Par ailleurs, outre ces grandes pattes arrière palmées, ils nagent en grande partie en ondulant leur corps de haut en bas. C'est du reste ce qui différencie les mammifères marins des poissons qui, eux, ondulent de droite à gauche, ou de gauche à droite. Avec les protocétidés, c'est un grand cap de passé. Ils ont franchi la barrière des eaux profondes. Ils évoluent désormais dans les mers. Ils sont parmi les premiers cétacés à se répandre à travers les océans du globe durant les prochains millions d'années. Afrique, Amérique du Sud, Amérique du Nord, de véritables globe-trotteurs de la haute mer. C'est la première grande radiation évolutive des cétacés. Cependant, bien que parfaitement adaptés à la vie marine, les protocétidés restent inféodés au milieu terrestre pour mettre bas. En atteste ce magnifique fossile d'une femelle gravide, où l'on voit bien que son rejeton est positionné tête la première, démontrant ainsi que ces animaux devaient accoucher sur la terre ferme, pour éviter la noyade du nouveau-né. Cela dit, parallèlement, ils engendrent une nouvelle famille, les Basilosauridés. Petit retour en arrière, nous voilà donc il y a environ 45 millions d'années, lorsque la famille des Basilosauridés apparaît dans les mers de l'Éocène. À la différence de leurs cousins protocétidés, les Basilosauridés, comme par exemple Basilosaurus, pour citer le plus connu d'entre eux, ont développé une nageoire caudale et ont définitivement perdu les membres postérieurs, ou tout du moins leur fonction.
car d'un point de vue interne, leurs pattes ne sont plus reliées au bassin qui du reste est lui aussi complètement atrophié, n'ayant plus d'utilité. Basilosaurus nage désormais uniquement à l'aide de sa nageoire caudale, et même s'il ne possède pas encore d'évent, ou qu'il n'ait pas encore la faculté de produire d'écholocation, c'est véritablement la première baleine. Une baleine qui s'appelle lézard royal. Voilà qui peut paraître étonnant. Alors, sachez que s'il est nommé ainsi, c'est qu'il fut identifié comme tel. Un serpent de mer. Tenez, regardez ces quelques photos prises dans la fameuse vallée des baleines en Égypte. Un site remarquable au passage. Devant ces fossiles, auriez-vous envisagé qu'il puisse s'agir de baleines? J'imagine que non. Eh bien, les découvreurs des premiers fossiles de Basilosaurus, aux États-Unis au XIXe siècle non plus. Les Basilosauridés sont désormais de grands prédateurs de haute mer. Les plus grands, comme Basilosaurus, atteignent des tailles sans précédent, jusqu'à 15-16 mètres, et sont pourvus d'une puissante mâchoire armée de dents énormes. Outre leur nageoire caudale, avec leur corps tout en longueur et leur redoutable mâchoire, à bien des égards, ils ne sont pas sans rappeler les mosasaures du Mésozoïque. Pauvres requins, les voilà à nouveau confrontés à un nouveau super prédateur. D'autant plus que les Basilosauridés sont une grande famille d'une douzaine de genres, notamment le genre Dorudon, un Basilosauridé plus petit que Basilosaurus, et qui serait probablement l'ancêtre direct des baleines actuelles. Ou encore Cynthia cetus, dont on peut admirer le magnifique fossile au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Bref, les Basilosauridés, tout comme les Protocetidés, vont écumer et se répandre dans les eaux de la planète durant quasiment 10 millions d'années. Ainsi s'achève cet épisode et l'histoire des archéocètes, et nous sommes toujours à l'Éocène. Aucun archéocète ne connaîtra l'époque suivante, l'Oligocène. L'Éocène aura donc vu l'apparition et le déclin des archéocètes. Désormais, place aux zootocètes, les baleines dites modernes. En effet, durant le Paléogène, et plus précisément durant l'époque Éocène, la planète a connu des températures dignes des premières heures du Paléozoïque, atteignant 25 à 32 degrés de moyenne, contre 15 aujourd'hui. Mais n'y voyez pas une quelconque similitude avec le dérèglement climatique actuel. Nous en sommes bien loin. Même le PETM, le maximum thermique Paléocène-Éocène, qui fut la plus rapide et la plus importante perturbation climatique du Cénozoïque, a pris des dizaines de milliers d'années pour voir la température moyenne augmenter d'environ 6 degrés. On est bien loin des quasi 2 degrés atteints en 200 ans. Vous en conviendrez. La différence étant qu'en l'espace de quelques milliers d'années, la biodiversité a largement le temps de s'adapter, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Bref, cela dit, bien des chercheurs à travers le monde étudient ce fameux PETM et ses conséquences afin d'anticiper et de prévoir ce qui nous pend au nez pour les décennies à venir. Comme quoi, étudier le passé peut être utile pour envisager et appréhender le futur. Toujours est-il que c'est durant l'Éocène que l'on voit l'émergence des premiers cétacés, les archéocètes. C'est ce que nous avons vu dans le premier épisode. Premier épisode s'achevant avec l'apparition des premières vraies baleines, nageant uniquement à l'aide de leur nageoire caudale, à l'instar des baleines modernes, à savoir les Basilosauridés, tels Dorudon ou Basilosaurus, qui sont les genres les plus connus. Une famille de cétacés qui traverse une grande partie de l'Éocène avant de s'éteindre définitivement, et avec elle l'ensemble du groupe des archéocètes. Alors notez que si nous mettons en parallèle les paléotempératures avec notre cladogramme, nous pouvons constater que l'émergence des archéocètes a eu lieu durant l'optimum climatique, peu après l'épisode du maximum thermique du passage
Paléocène et Éocène, il y a 56 millions d'années. Donc, à la toute fin de l'Éocène, les basilosaures et autres dorudons que nous avons vus précédemment s'ébattent joyeusement dans la plupart des océans et mers de l'Éocène. Cependant, dès l'époque suivante, à l'Oligocène, les basilosaures sont totalement absents du registre fossile pour laisser place à de nouveaux venus, les néocètes. C'est donc durant la transition Éocène-Oligocène que s'opère l'évolution des archéocètes vers les néocètes. Bien entendu, la question qui se pose est « mais que diantre s'est-il passé ?» Et si vous connaissez un peu la chaîne, vous savez d'ores et déjà que l'évolution est un phénomène en grande partie lié à l'adaptation. Vous savez, migration, adaptation, mutation, évolution, diversification, etc. Donc, quelque chose de grande ampleur s'est probablement produit à l'échelle planétaire. Durant le Mésozoïque, l'immense continent Gondwana s'est totalement disloqué, donnant naissance à l'Afrique, Madagascar, l'Inde, puis l'Australie. Mais l'Amérique du Sud, quant à elle, est restée reliée à l'Antarctique par une fine bande de terre. Une fine bande de terre qui, à elle seule, bloquait les courants marins. Or, il y a à peu près 34 millions d'années, toujours sous l'impulsion des forces tectoniques, elle cède. Et à son tour, l'Amérique du Sud se désolidarise définitivement de l'Antarctique, donnant naissance à l'océan austral. Les courants océaniques, à leur en place depuis des millions d'années, se trouvent bouleversés par cette réorganisation géographique de grande ampleur. On assiste alors à un changement drastique des courants marins. En effet, l'Amérique du Sud ne faisant plus barrage, se met en place un nouveau courant océanique. Un courant océanique circulant autour du continent antarctique. Le courant circumpolaire. Ce courant d'eau froide au vent violent, toujours en activité, est bien connu des marins par les 40e rugissants et 50e hurlants. Il entoure le continent antarctique, ce qui va avoir pour effet de le refroidir. De le refroidir jusqu'à que celui-ci, autrefois verdoyant, se recouvre intégralement de la calotte glaciaire que nous connaissons encore aujourd'hui. Ainsi, ce courant marin aspire l'eau des océans qui alimentent et épaississent cette nouvelle calotte glaciaire. Et tels des vases communicants, cela a pour effet de faire baisser le niveau de la mer. Ce qui entraîne l'émergence de nouvelles terres. Et au fond, les mers épicontinentales autrefois englouties sous les eaux émergent à l'air libre. Ainsi, partout sur la planète, de nouvelles terres émergent. Par exemple, en Europe, le vaste archipel européen du Mésozoïque devient désormais un continent à part entière. Bref, toujours est-il que ces nouvelles terres présentent de nouveaux milieux à conquérir. Ainsi, la végétation ne tarde pas à s'implanter, suivie rapidement par les animaux. Il s'ensuit donc ensuite une vaste radiation évolutive. En bref, une fois de plus, migration, adaptation, mutation, évolution, diversification. LOL, c'est en passe de devenir le gimmick de la chaîne. Bref, nous savons très pertinemment que les courants océaniques influent et régulent en partie le climat de la planète. Et ce nouveau courant circumpolaire y contribue considérablement. Pour vous faire une petite idée de la puissance du dit courant, celui-ci charrie environ 150 millions de mètres cubes d'eau par seconde, soit 150 fois le débit de tous les fleuves du monde. C'est juste délirant. En effet, ce nouveau courant océanique, tel un climatiseur à échelle planétaire, impacte considérablement la planète, en induisant un refroidissement global qui va conduire à la disparition des archéocètes. Ces mammifères marins étant acclimatés à des températures plus clémentes, pour ne pas dire tropicales. Ceci étant, nous avons vu qu'après le PETM, les températures ont commencé à chuter drastiquement. Bien entendu, ce brusque changement climatique a eu de grandes conséquences aussi bien sur le monde végétal que sur le monde animal, et notamment chez les cétacés. Ainsi, c'est durant ce moment de l'histoire que, très certainement issus d'un ancêtre commun avec les dorudons, apparaissent les premiers représentants des néocètes, les baleines dites modernes. Et comme nous le constatons ici, dès le début de la radiation des néocètes, la lignée, issue d'un ancêtre en commun indéterminé, engendre les deux grands groupes de cétacés que nous connaissons aujourd'hui, les mysticètes
les baleines à fanon, et les odontocètes, les baleines à dents. Je ne vais pas m'étendre ici sur les modifications anatomiques complexes et rébarbatives de leur squelette, notamment au niveau de leur crâne. Toutefois, sachez que chez les néocètes basaux, on voit progressivement leur squelette se modifier. Ils perdent l'articulation du coude et surtout, les os du crâne se modifient. Leurs yeux se déplacent sur les côtés et leurs naseaux reculent vers le sommet du crâne, pour à terme, quelques millions d'années plus tard, devenir les vents que nous leur connaissons. Ceci étant, on peut se demander pourquoi il y a-t-il autant de différences anatomiques entre les mysticètes, les baleines à fanon, et les baleines à dents, les odontocètes. Pourquoi se sont-ils autant spécialisés? La réponse la plus probable est qu'ils se sont dispersés dans des environnements différents, puis la sélection naturelle aurait fait son office. Bref, une fois de plus, vous l'avez deviné, migration, adaptation, mutation, évolution et tout le tralala. Mais pour le coup, l'alimentation doit y être pour quelque chose. Puisque, comme vous le savez, le groupe des mysticètes va développer la grande spécificité du groupe, à savoir les fanons. Une évolution pour le moins surprenante. Comme nous le voyons ici, l'émergence des deux groupes intervient très tôt à la fin de l'Éocène. Et si les odontocètes avec leur gueule pleine de dents restent des prédateurs, il en va de même, ou tout du moins pendant un temps, pour les mysticètes. Ainsi, les premiers mysticètes, les mysticètes basaux, qui sont encore des animaux de taille assez modeste, possèdent encore des dents. Effectivement, les mysticètes n'ont pas développé les fanons du jour au lendemain, vous vous en doutez bien. Il y eut donc une période de transition. Une période de transition qui demeure encore assez obscure et laisse les chercheurs bien dubitatifs. Plusieurs hypothèses furent proposées, comme par exemple que les dents se seraient modifiées et auraient servi à filtrer l'eau, eau qu'ils aspiraient en grande quantité, puis expulsés à l'aide de leur langue, tout en la filtrant à l'aide de leurs dents en forme de peigne. Une hypothèse plausible, mais aujourd'hui toujours discutée. Une autre hypothèse retenue serait que les fanons seraient apparus alors que les dents étaient toujours présentes, puis ces dernières, faute d'utilité, auraient disparu avec le temps. Mais une chose semble valide et commune aux deux hypothèses, la façon d'attraper leur proie. Par aspiration, une manière peu orthodoxe, mais sans doute efficace. Cela dit, le mystère reste entier, et à ce jour, nul ne sait comment sont apparus les fanons, ni quel est l'animal qui fut le premier à posséder et utiliser des fanons pour se nourrir. Comme quoi, la paléontologie, l'étude des espèces disparues, est une des disciplines les plus vivantes. Bref, un mystère de plus qui reste à résoudre, surtout que les fanons fossilisés sont très rares dans le registre fossile. D'après mes recherches, un des plus vieux spécimens connus est Balaenoptera siberi, un balénoptère de l'Oligocène daté de 27 millions d'années, découvert au Pérou, dans la formation Pisco. Mais je ne saurais en dire plus. Alors du coup, je me suis adressé au spécialiste des cétacés fossiles, le paléontologue Olivier Lambert, de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Alors, bonjour Olivier, tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est très aimable de votre part de partager vos connaissances avec les abonnés de la chaîne. Alors, que pourriez-vous nous dire à propos de l'apparition des fanons chez les mysticètes? Alors, c'est une question qui forcément est très intéressante, hein, puisque les fanons, c'est un point vraiment crucial de l'évolution du groupe qui va vraisemblablement permettre aux mysticètes de se diversifier et de se spécialiser vers différents types de prédation par filtration. Donc, c'est un élément vraiment essentiel de l'évolution des mysticètes. Malheureusement, les fanons, ils sont constitués de kératine et c'est quelque chose qui se fossilise très rarement. Alors, on a quelques exemples de fanons fossilisés pour le Miocène supérieur du bassin Pisco au Pérou, mais malheureusement, c'est des animaux qui sont déjà très proches des mysticètes modernes, et donc ça ne nous apprend pas vraiment quelque chose sur l'apparition des fanons en tant que tels dans l'histoire du groupe. Alors, sans avoir cette fossilisation des fanons, sur quoi est-ce qu'on peut compter pour
étudier cette transition chez les mysticètes, eh bien, les paléontologues, ils utilisent des corrélations sur base de l'anatomie crânienne, donc des régions osseuses du crâne, qui peuvent donner des indications sur le développement ou non de quelque chose qui se rapproche des fanons. Et donc, ce que certains ont proposé, c'est que en particulier un groupe de mysticètes, donc de cousins des baleines à fanon actuelles, munis de dents, montre en fait le développement de petits foramènes sur le palais, donc sur la face ventrale du crâne. Et ces petits foramènes ont été proposés comme homologues aux foramènes qui sont du coup beaucoup plus grands chez les mysticètes actuels et qui vont transporter les vaisseaux sanguins permettant la vascularisation des fanons et donc la croissance de ces fanons qui sont des objets qui sont à croissance continue. Donc ça demande beaucoup d'une vascularisation assez importante. Alors, la présence de ces petits foramènes chez les Étiocétidés, donc ce groupe de mysticètes à dents, ok, on a effectivement des foramènes. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ces foramènes transportaient des vaisseaux sanguins vers quelque chose qui ressemble déjà au fanon des baleines actuelles? C'est un peu difficile à tester comme hypothèse. Parce qu'en fait, on retrouve des foramènes relativement similaires chez d'autres groupes de cétacés pour lesquels, a priori, il n'y a pas de raison qu'il y ait eu des fanons. Et donc, on peut avoir des petits foramènes qui, par exemple, vont vasculariser des gencives un peu plus développées. Et donc, on peut imaginer toute une série de scénarios avec le développement chez ces premiers mysticètes à fanon, par exemple, de régions de gencives un petit peu plus développées qui permettraient de retenir les proies au moment de la prédation, par exemple par aspiration. Hein. On imagine un animal qui aspire une proie de taille moyenne ou même de petite taille et qui va repousser l'eau entre ses dents. Et pour éviter que les proies soient rejetées avec l'eau, on pourrait imaginer l'avantage d'avoir des gencives un peu plus développées ou des structures même un peu plus élaborées. Mais voilà, on n'a pas les fossiles, on a juste ces indications très indirectes avec ces foramènes. Et donc, malheureusement, c'est un domaine sur lequel on aura un peu de mal à aller plus loin tant qu'on n'aura pas trouvé de fanons fossilisés sur ces baleines à dents, en fait. En bref, il reste encore beaucoup à découvrir. Pourriez-vous nous dire encore 2 mots sur cette fameuse formation Pisco? Alors, la formation Pisco, ben, c'est une unité lithologique extrêmement riche qui se trouve sur la côte sud du Pérou, donc sur le bord du Pacifique, et dans laquelle on trouve des niveaux datant du Miocène moyen jusqu'au Pliocène inférieur. Donc, on est là entre 14-15 millions d'années et 3-4 millions d'années. Et c'est une formation qui est extraordinairement riche en restes de vertébrés marins. Donc on y trouve des restes de poissons, par exemple des requins, des squelettes bien fossilisés de requins. On y trouve des pinnipèdes, donc des phoques, et ensuite plein de cétacés, des dauphins, des marsouins, des baleines à fanon, des cachalots, y compris des cachalots un petit peu particuliers qui sont assez différents des cachalots actuels. Et du coup, on a l'opportunité là d'étudier l'évolution de différentes lignées de ces cétacés et autres vertébrés marins sur une échelle de temps déjà importante. Et l'autre intérêt de cette formation PISCO, c'est que les conditions de préservation sont extrêmement bonnes. Donc, on a des conditions d'enfouissement, des conditions de sédimentation qui font que les restes qui vont se déposer sur le fond de cette région, qui était une zone plus ou moins lagunaire, peu profonde, les conditions sont tellement bonnes qu'on va avoir des préservations exceptionnelles. Par exemple, des fanons fossilisés pour un certain nombre de ces mysticètes. Comme vous l'aurez compris, il s'agit donc d'un site exceptionnel, très riche en fossiles d'animaux marins. Allez, poursuivons. Toujours est-il que la lignée des mysticètes, outre les familles les plus anciennes, prend véritablement son essor lors de l'Oligocène tardif, et sont désormais des animaux filtreurs, pourvus de fanons. Cela dit, à ce stade, ça se complique. Et sachez que, selon les phylogénies établies par différents chercheurs, c'est quelque peu différent. Mais bon, il me fallait faire un choix. Donc sur notre cladogramme, nous voyons les mysticètes se différencier. Et la première famille que nous voyons est celle des balénidés. Balénidés qui, selon les phylogénies, apparaissent soit à l'Oligocène tardif, comme ici,
soit au cours du Miocène inférieur, comme dans cet autre cladogramme. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une famille encore présente aujourd'hui et représentée par les genres ici surlignés en jaune. Balena, les baleines boréales, et Eubalena, autrement dit les baleines franches. Et d'autre part, la large famille des Cétothéridés, qui, selon cette phylogénie, s'éteindra courant Pliocène, mais pas avant d'avoir engendré une descendance qui mènera vers les autres familles actuelles, à savoir les Balænoptéridés, Rorqual et Mégaptères, 15 genres, 42 espèces si j'ai bien compté. Les espèces actuelles étant les moins nombreuses et toujours surlignées. Ensuite viennent les Néobalénidés, ou Néobaléninés, les baleines pygmées, une toute petite famille réunissant 2 genres et 2 espèces, dont une espèce naviguant encore aujourd'hui. Et pour terminer, la famille des Eschrichtiidés, dont il ne reste plus à ce jour que l'espèce Ecrictius robustus, les baleines grises. Pour conclure avec les mysticètes et cette première partie, retenez que les cétacés à fanons émergent il y a environ 25 millions d'années, connaissent une première radiation à l'Oligocène tardif, puis les espèces survivantes se diversifient lors d'une seconde radiation au cours du Miocène, pour engendrer les espèces actuelles. Bien, après les mysticètes, focalisons-nous sur les odontocètes, les baleines à dents, de loin les plus nombreux des cétacés, ce qui est encore le cas à ce jour. Tout comme les mysticètes, les odontocètes se diversifient et prennent leur essor au cours de l'Oligocène, lors de la grande radiation des néocètes. Si la grande spécificité des mysticètes est la présence de fanons, celle des odontocètes est l'écholocation, le sonar, une capacité à émettre un son, une onde acoustique qui se propage jusqu'à une cible, rebondit, suite à quoi son écho est réceptionné via l'os de la mandibule pour atteindre l'oreille interne, et ce, afin de se repérer dans l'espace et localiser les éléments de leur environnement, tels que les obstacles, les prédateurs ou encore les proies éventuelles. Un caractère bien spécifique rendu possible grâce à une profonde modification des muscles des lèvres et du nez, et à un organe situé dans leur tête, appelé le melon, qui amplifie les sons émis par l'animal. Il s'agit d'un organe graisseux qui, au cours des millions d'années d'évolution, a pris une telle proportion qu'il a littéralement déformé les os du crâne. Nous avons vu chez les mysticètes les os du crâne se modifier, leurs yeux se déplacer et leurs narines reculer vers le sommet du crâne. Eh bien, il en va plus ou moins de même chez les odontocètes, et ce en raison de l'apparition de ce fameux melon. Melon qui à terme prendra une telle ampleur, une telle place dans la tête que le crâne finit par perdre une narine et s'en trouvera totalement déformé et asymétrique. Quand et pourquoi cette transformation crânienne? Voyons ce qu'en passe Olivier Lambert. Alors en fait, les odontocètes actuels, les cétacés à dents actuels, ils ont encore 2 narines osseuses, mais elles fusionnent vers le haut pour ne donner plus qu'un évent. Alors par exemple, chez un cachalot, on va encore avoir 2 ouvertures qui sont partiellement fusionnées. Mais les deux narines internes sont vraiment très proches l'une de l'autre. Ce qui est particulièrement frappant chez les odontocètes, c'est cette asymétrie que vous mentionnez. On a un crâne qui est très asymétrique, et ça laisse penser que les sons pour le système d'écolocalisation, le système de sonar, sont probablement préférentiellement produits d'un côté, par une narine, plutôt que l'autre. Et donc on a une différence de taille qui permet même éventuellement d'éviter les interférences entre 2 sources de sons. On peut imaginer que si on a des sons qui sont produits par les 2 narines, si elles ont exactement la même taille, on risque d'avoir des sons de même fréquence, et alors on peut avoir des interférences de phase qui vont compliquer un petit peu le système de sonar. Et donc avoir des tailles différentes, ça peut également avoir un intérêt dans ce sens-là.
Et donc, en plus de cette asymétrie, comme vous l'avez dit, il y a ce creusement du crâne qui va permettre de contenir le melon et tous les organes qui sont associés à la production des sons. Donc, le melon, en fait, ça va être l'organe qui va focaliser les sons vers l'avant. Donc, on a un système de lentilles avec des densités différentes dans ce corps gras qu'est le melon et qui vont permettre de préférentiellement diriger les sons vers l'avant. Mais avant ça, il y a la production des sons. Et ça se passe juste derrière le melon. On va avoir le passage d'air sous pression entre différents sacs qui va faire vibrer des petites lames là, qui vont produire ces sons qui ensuite seront focalisés par le melon. Alors, malheureusement, cette région où sont produits les sons, c'est une région de tissu mou. Et là encore, ben, c'est difficile de trouver des traces sur les crânes. Par contre, cette énorme cavité et la symétrie qui est associée, c'est quelque chose qu'on voit très facilement, qui peut être mesuré. Et en fait, on l'observe chez les tout premiers odontocètes. Donc, dès les premiers odontocètes, on a déjà cette concavité caractéristique du crâne en vue latérale qui indique qu'il y avait déjà une structure telle que le melon des dauphins et des baleines à bec actuelles, par exemple. L'évolution est décidément une chose vraiment étonnante. De retour sur notre arbre, nous voyons que, tout comme chez les mysticètes, on trouve dans un premier temps des formes basales, archaïques, à l'image de Simocetus, un odontocète de l'Oligocène découvert dans l'état de l'Oregon, aux États-Unis. Puis, dès l'Oligocène tardif, au cours de la grande radiation, apparaissent de nouvelles familles. Certaines disparaîtront et d'autres perdureront jusqu'à aujourd'hui. Ainsi vont apparaître les familles actuelles. Sur notre cladogramme, les premières à apparaître sont les physétéroïdes, la lignée qui engendrera la famille des cachalots. C'est dans cette lignée que l'on trouve le plus grand spécimen connu d'odontocète, le fameux Liviathan melvillei, le Léviathan de Melville, nommé ainsi en l'honneur d'Herman Melville, auteur du célèbre roman Moby Dick, mettant en scène le vindicatif capitaine Ahab et sa traque de l'énorme cachalot blanc Moby Dick, et qu'il a laissé unijambiste. Découvert lui aussi dans la formation Pisco, au Pérou, et décrit en 2010, Liviathan melvillei est le plus énorme jamais découvert. Oui, c'est dans la formation Pisco, d'ailleurs, dans les niveaux du Miocène supérieur. Et là, c'est vraiment une découverte tout à fait spectaculaire. Alors, c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais j'étais là le jour où il a été découvert. Ah oui. Et c'est vraiment exceptionnel parce que là, on se dit d'abord, bon, c'est un crâne énorme, ça doit être le crâne d'une baleine à fanon, un rorqual, quelque chose comme ça. Et puis là, les collègues s'approchent et ils voient des dents avec un diamètre comme ça, donc des trucs vraiment, vraiment énormes. Ça, c'était une super découverte. Ouais. Plus énorme jamais découvert, avec une taille estimée aux alentours des 16-17 mètres. Son crâne à lui seul mesurant pas moins de 3 mètres de long. Cet animal évoluait dans les eaux de la planète au cours du Miocène tardif, à l'étage du Tortonien, approximativement entre 12 et 7 millions d'années. Un moment qui, comme le mentionne l'article, coïncide avec une phase de diversification et d'augmentation de la taille des mysticètes fanons au Miocène. Mais coïncide aussi avec la période où sévissait le plus terrible des requins, l'incroyable, que dis-je, l'infernal mégalodon, Otodus mégalodon, un requin d'une taille plus ou moins équivalente à Liviathan. Du reste, l'article spécifie en tant que prédateur supérieur avec le requin géant contemporain Carcharoclès mégalodon, il a probablement eu un impact profond sur la structuration des communautés marines du Miocène. Oui, je précise qu'à l'époque de la publication, Mégalodon était encore classé dans le genre Carcharoclès, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Bref, toujours est-il que ces deux énormes bestioles ont certainement eu un impact non négligeable dans les eaux du globe à cette période de l'histoire, surtout sur les populations de mysticètes. Voyez cet énorme crâne et son arsenal dentaire. Impressionnant, n'est-ce pas? Surtout si on le compare au plus grand physétéridé actuel, le grand cachalot, Physeter macrocéphalus. Certes, le cachalot moderne a de sacrées dents, mais uniquement sur la mandibule. Sur le maxillaire, plus rien.
On peut donc en déduire que son alimentation est bien loin de celle de son lointain cousin. En effet, l'évolution est passée par là. Nous savons que les grands cachalots chassent les calmars en eau profonde, très profonde, pas loin des 1000 mètres. Et pour chasser ces céphalopodes dépourvus de squelette, apparemment nul besoin d'un arsenal dentaire, juste de quoi les aspirer. L'aspiration, la succion, le même type de chasse hypothétique employé par les premiers mysticètes. Qui sait donc comment évolueront les cachalots dans le futur? Poursuivons. Après les physétéroïdes, au sein des odontocètes, nous voyons une nouvelle radiation qui nous mène vers quelques familles éteintes, comme par exemple celle des squalodontidés, qui, bien que le nom prête à confusion, ne sont en rien proches des squales. Il s'agit d'une famille d'odontocètes ayant navigué un peu partout sur les eaux du Cénozoïque durant l'Oligocène et le Miocène. Et ces cétacés ont la particularité de posséder des dents très similaires à celles des requins, des squales, d'où ce nom pour le moins ambigu. Et en parlant de noms ambigus, nous avons aussi les squalodelphinidés, d'autres odontocètes découverts dans des sédiments d'origine marine et qui sont les plus proches parents du groupe suivant. Le groupe situé sur la même branche de notre phylogénie, les platanistidés. Les platanistidés sont aujourd'hui représentés par deux seules espèces, le dauphin du Gange et le dauphin de l'Indus. Mais au cours du Miocène, entre 23 et 5,3 millions d'années, ils étaient bien plus nombreux. Selon le site FossilWorks, on compte 7 genres pour une douzaine d'espèces, tous ayant un rostre long et fin garni d'une multitude de dents relativement fines, bien adaptées pour attraper les poissons dont ils se nourrissent. Passons maintenant à la dernière branche de notre arbre phylogénétique. Je passe certaines familles archaïques et direction les Ziphiidés. Nous sommes toujours au Miocène lorsqu'apparaissent les Ziphiidés. Ziphiidés, plus communément connus aujourd'hui sous le terme vernaculaire de baleine à bec. À bec, à cause de leur long rostre qui prolonge leur tête bulbeuse. Bulbeuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Voyez le crâne de Globicetus, un animal du Miocène découvert au large des côtes de la péninsule ibérique. On pense que cette énorme excroissance osseuse serait probablement un dimorphisme sexuel. Les Ziphiidés sont des cétacés de haute mer, ressemblant à des dauphins de grande taille, de 4 à 12 mètres. Plutôt discrets et assez nombreux, représentés par 6 genres et plus de 20 espèces, plus une sous-famille. Bref, on pourrait penser que, somme toute, que ces cétacés sont encore assez nombreux, n'est-ce pas? Eh bien, lorsque l'on regarde le registre fossile, force est de constater qu'en fait ils ne sont que l'ombre de ce qu'ils furent. Voyez donc. J'ai compté 34 genres et 72 espèces, les espèces actuelles étant en surlignée. Plutôt nombreux, et regardez leur répartition durant le Miocène, ils sont quasiment partout, de véritables globetrotters. Continuons. Nous voilà sur la dernière grosse branche de notre arbre phylogénétique présentée ici par les Kentriodontidés. Une famille assez grande dispersée à travers la quasi-totalité du globe et représentée ici par une douzaine de genres pour plus d'une vingtaine d'espèces et dont l'espèce type est Kentriodon pernix. Chose étonnante chez ce genre, c'est qu'à l'inverse des autres odontocètes, leur crâne demeure symétrique. Symétrique et grand. En effet, les Kentriodontidés, sorte de grands dauphins, mesurent jusqu'à une demi-dizaine de mètres de long. De grands dauphins donc. C'est de cette famille qui malheureusement s'éteint durant le Miocène que vont émerger les dernières familles actuelles, à commencer par les Monodontidés. Nous sommes encore et toujours au Miocène lorsque émergent les Monodontidés, une famille relativement peu nombreuse. À leur apogée, juste une demi-douzaine de genres écumaient les océans de la planète. Et à ce jour, il ne reste que 2 espèces appartenant à 2 genres différents. Delphinapterus leucas, les belugas, magnifiques baleines blanches,
et Monodon monocéros, l'énigmatique narval et sa fameuse immense corne. Corne qui n'en est pas une. En effet, à l'instar des éléphants, cette défense est une dent. Et si chez les éléphants leurs défenses sont des incisives atrophiées, chez le narval il s'agit d'une canine. Paraît-il la canine supérieure gauche pour être précis. Par contre, pourquoi est-elle torsadée? Mystère. Du reste, qu'en est-il de cette immense corne? Voyons ce qu'en pense Olivier. Alors, c'est difficile de savoir si c'est une canine, en fait, parce que quand on a des cétacés à dents, les dauphins, par exemple, euh, on a une augmentation du nombre de dents qui fait que c'est parfois compliqué de savoir à quelle identité mettre sur chaque dent. Les dents prémaxillaires, c'est forcément les incisives. Maintenant, tout ce qui est derrière, toutes les dents maxillaires, ben, est-ce que c'est canine, prémolaire, molaire? Il y en a tellement, et elles ont toutes la même forme. Donc, c'est un peu difficile de savoir si c'est une canine, mais bon, c'est effectivement une dent maxillaire qui est très modifiée par rapport à d'autres cétacés à dents. Alors, cette torsion de la défense du narval, il a été proposé en fait que le narval a mis en place un système de croissance où il va faire tourner sa dent de façon régulière en cours de croissance, et cette croissance va permettre d'empêcher des problèmes de croissance de travers, en fait. Pour que l'animal garde un axe de croissance vraiment rectiligne, en s'assurant que la dent tourne en cours de croissance, mais s'il y a des légères différences dans la vitesse de croissance sur le côté gauche, sur le côté droit, ça va être compensé par cette torsion. Et donc, on va avoir une dent qui va rester rectiligne malgré ces petites différences dans les taux de déposition du sément et de la dentine. Donc, c'est une sorte de stratégie pour garantir que la défense soit la plus rectiligne possible. Décidément, la nature est surprenante. Et une dernière petite chose. Si aujourd'hui ces deux espèces sont inféodées aux eaux froides de l'hémisphère nord, autrefois, leur répartition s'étendait jusqu'aux côtes californiennes, ou encore jusqu'en mer du Nord. Nous arrivons enfin au bout de notre arbre phylogénétique. Comme nous pouvons le voir, outre les familles survivantes, que sont les phocénidés, les marsouins, et les delphinidés, de loin les plus nombreux des cétacés, il y eut d'autres familles qui apparurent durant le Miocène. Des familles qui, pour X raisons, n'ont pas perduré dans le temps. C'est le cas des albironidés, une famille proche des marsouins représentée par un seul et unique genre, et des odobénocétopsidés, une autre petite famille, elle aussi constituée d'un seul genre, et celle-ci proche des narvals. Proche des narvals, car comme le précise son nom imbuvable, celui-ci veut dire baleine à tête de morse. Et en effet, ces animaux étaient pourvus de défenses. Non pas d'une, comme le narval, mais de deux défenses. Deux défenses hypertrophiées et asymétriques. Toujours est-il que ces deux familles disparaissent du registre fossile au cours du Pliocène. Restent donc les phocénidés, les marsouins et leur groupe frère, les delphinidés. Et effectivement, ces deux familles sont très proches. En fait, ce qui les différencie, c'est surtout leur taille, leur poids et leur durée de vie. Pour faire simple, les marsouins sont des petits dauphins, notez bien les guillemets. Ils sont à peu près 2 fois plus petits que les dauphins. Ils mesurent en moyenne 1,50 m, alors que les grands dauphins atteignent les 3 mètres. Par ailleurs, les marsouins pèsent en moyenne 50 à 60 kg, alors que les dauphins atteignent les 300 kg. Mais les caractères les plus visibles sont la forme de leur rostre, court chez les marsouins avec une tête arrondie, alors que chez le dauphin, ils possèdent un rostre plus long et fin. Et enfin, leurs dents, coniques chez le dauphin, en forme de spatule chez le marsouin. Une autre grande différence entre ces deux familles, c'est leur diversité. Les marsouins, bien que plus nombreux autrefois, sont uniquement représentés aujourd'hui par 3 genres et une demi-douzaine d'espèces. Quant aux delphinidés, eh bien leur registre fossile est si énorme que le site FossilWorks ne peut pas l'afficher.
En effet, rien que les delphinidés actuels constituent une famille divisée en 5 sous-familles, 17 genres et 32 espèces. Rien que ça. Et si j'ai mis des guillemets à dauphins, c'est que, outre les 2 sous-familles de dauphins, au sein des delphinidés, on trouve aussi la sous-famille des globicéphales, ces étranges cétacés au crâne très bombé. Et nous avons aussi les fascinantes orques, ces cétacés dotés d'une intelligence absolument remarquable. Bien, nous voici enfin arrivés au terme de cet épisode. Je crois avoir fait le tour de tous les cétacés modernes, tout du moins en si peu de temps. J'espère donc que cette mini-série sur les cétacés vous aura plu. Je vous épargne les sempiternels, likez, machin, commentez, abonnez. Mais je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent financièrement. Merci vraiment. Et merci encore à MyHeritage d'avoir sponsorisé cet épisode. Aussi, lancez-vous à la recherche de vos origines durant la période d'essai de 14 jours. Un grand merci à Olivier Lambert pour sa participation, ainsi qu'à Benjamin Reynaud et l'éternel Julien Benoît pour leurs conseils d'écriture. Voilà, sur ce, je ne vous ennuie pas plus, alors je vous embrasse, prenez soin de vous, et à la prochaine. Bye bye.